Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et dans cette deuxième heure, on parlera États-Unis, mais pas que. On parlera également de cette journée noire pour l'emploi en France avec Alexandre Malafaille. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. On va partir à New York, rejoindre notre invité en cette deuxième heure. Bonsoir Denis Jacquet. Bonsoir. Bonjour, parce que chez vous, il est 6h de moins, évidemment. Oui, entrepreneur et écrivain installé à New York. Comment est-ce que vous la vivez, cette élection américaine? Beaucoup d'effervescence? Oui, parce que je pense que c'est très clairement l'élection la plus tendue depuis très longtemps. C'est une élection qui est souvent assez mal comprise du côté européen, parce qu'on imagine qu'un personnage comme Trump pourrait pas prospérer chez nous. Pourtant, on a bien pire. On a Mélenchon et grosso modo, on pense qu'il appartient, mais il fait toujours la moitié des votes. On sent une grosse tension parce qu'en fait, l'inquiétude est principalement centrée au fait de savoir ce que va être la réaction des électeurs dans le cas où Trump, enfin les électeurs de Trump, dans le cas où il perdrait. Et ça, aujourd'hui, c'est à peu près le seul souci. Il y a quand même beaucoup de relativisation. Alors évidemment, il y a des sujets qui fâchent, il y a des sujets qui seraient traités de façon complètement différente par Kamala Harris et Trump, politique internationale, etc. Mais en même temps, il faut bien garder en tête qu'aux États-Unis, tout ce qui ne concerne pas les États-Unis les intéresse relativement peu. Et le fond des électeurs, les problèmes sur l'Ukraine, les problèmes, c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'immigration, comme dans beaucoup de pays dans le monde. Oui. Et tout ce qui est sujets internationaux qui souvent nous passionnent sont vraiment à côté, un petit peu à côté de la plaque pour les électeurs américains. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, en l'occurrence, en commun entre l'Europe et les États-Unis? C'est la présentation que les adversaires de Donald Trump ont de lui, c'est-à-dire qu'on le présente comme littéralement comme le diable, c'est-à-dire comme quelqu'un de misogyne qui marche à l'insulte, et ça, évidemment, alors ça peut être productif comme ça peut être d'ailleurs contre-productif. De toute façon, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis que Trump est apparu dans la vie politique américaine, la polarisation est extrême. On n'a jamais eu une telle division, un tel fossé entre les démocrates et les républicains. Tout s'est polarisé à l'extrême. Parce que je regardais tout à l'heure un reportage qui disait que sur les femmes, les femmes votent majoritairement, même c'est pas une énorme majorité, plus pour les démocrates que pour les républicains aux États-Unis. Mais néanmoins, les femmes de plus de 65 ans se votent à 1/3 pour Kamala Harris et aux 2/3 pour Donald Trump. Donc, ce qui est très étonnant, c'est qu'on s'attend de quelqu'un qui serait considéré comme misogyne, comme outrancier, etc., d'avoir des réactions de reflux. Et pour l'instant, on est toujours à 1 ou 2 ou 5 ou 1000 voix près entre les deux candidats à l'heure où je vous parle. Alexandre Malafaille. Sur la polarisation, ce que je constate, mais ça c'est pour faire un commentaire, c'est que globalement, on assiste à ça dans toutes les démocraties. C'est-à-dire l'état du paysage politique français n'est pas beaucoup plus réjouissant. Quand on voit ce qui se passe en Europe, en Allemagne, en Pologne et dans plein d'autres pays, on voit bien qu'il y a de toute façon des montées en radicalité qui sont liées à plein de raisons, en particulier parce que finalement les politiques ont peut-être pas suffisamment délivré, qu'ils ont peut-être pas suffisamment montré l'exemple, suffisamment fait le job comme les gens auraient voulu, et ceci explique peut-être cela. Mais pour en revenir un instant à la question de cette élection et sur le point des enseignements qu'on peut en tirer nous, Européens, finalement, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Et qu'est-ce qu'on pourrait vu d'un Français à New York, qu'est-ce qui vaut mieux pour nous et pour la France en particulier? Plutôt Trump, plutôt Kamala Harris? Qu'est-ce qui va peut-être accélérer la résolution du conflit en Ukraine, qui est un vrai sujet? C'est-à-dire ce conflit, ça devient vraiment un sujet de fond qui coûte très cher, qui pollue beaucoup la vie politique européenne et pour de très bonnes raisons. Mais finalement, pour nous, qu'est-ce qui est mieux? Denis Jacquet. Alors, ça c'est Alexandre qui m'a posé la question. C'est Alexandre Malafaille que vous connaissez, je crois. Merci Alexandre. Ne me remercie pas. Très bonne question. Vous avez 3 heures. J'ai 1 heure de préparation. Non, mais est-ce que je reprends la question d'Alexandre Malafaille. On a souvent dit. Attendez, juste une précision, parce que on a dit, vous allez voir, en tout cas du point de vue économique, quand Biden a été élu, tout va changer. Et en réalité, nous, ce qu'on a eu comme répercussion en Europe, c'est que, au contraire, il y a eu une politique presque plus coercitive économiquement avec Biden qu'avec Trump. Je vous laisse répondre, pardon, Denis Jacquet.
Non, mais je vous en prie. Non, mais je veux dire, c'est une très bonne question. Il faut à nouveau se dire, Chine ou États-Unis, c'est moi d'abord. Donc, de toute façon, que vous soyez un candidat ou un président ou une présidente américaine ou chinoise d'ailleurs, c'est vous d'abord. Donc, en réalité, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera toujours les États-Unis d'abord et l'Europe ensuite. Ils ont de moins. Il faut comprendre aussi qu'ils ont de moins en moins de considération pour l'Europe. Franchement, ils pensent qu'aujourd'hui le monde c'est la Chine, les États-Unis sur les technologies. Il y a aucun autre candidat sur la planète. L'Europe n'existe pas, elle n'existera pas à moins d'un changement majeur. Donc ils n'ont aucune considération pour nous. Ce qu'on sait pas souvent, mais il faut observer de ça. C'est d'ailleurs très intéressant. Vous le savez tous, on a eu une position très forte en Afrique de l'Ouest francophone. On a complètement dérivé. Macron a fini par achever les dégâts avec une politique complètement erratique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils viennent d'annoncer que les crédits qui vont être accordés à l'Afrique de l'Ouest vont quadrupler, quintupler. Donc les Américains disent, les Européens et notamment les Français savent pas faire, on va les remplacer. Donc coup, aujourd'hui, il n'y a aucune considération pour l'Europe. Donc il faut pas vraiment s'attendre à un impact très important. La seule chose, effectivement, sur l'Ukraine, et Alexandre connaît mes positions aussi là-dessus, je pense que ce conflit va s'enterrer, durer, coûter pour rien. Il faut l'écourter, et je pense qu'effectivement, Trump y mettra fin d'une façon ou d'une autre. Et je pense que malheureusement, peut-être pour la démocratie, mais pour des raisons plus pratiques économiques, les gens, notamment les agriculteurs en France, comprennent pas qu'on débloque des crédits de 50 ou 100 milliards pour des armes qui tuent et qu'on en trouve 150 millions pour eux qui crèvent la faim. Donc, je pense que populairement parlant, puisque cette élection va se décider, comme dans tous les pays du monde, par ceux qui s'estiment oubliés du système et qui votent pour Trump, qui votent pour tous les populistes en Europe aujourd'hui. Le sens de l'histoire, c'est pour une élection pour Trump, non pas que ce soit mon choix particulièrement, mais si on regarde les tendances de l'histoire, c'est Trump qui devrait gagner. Mais au niveau américain, là, pour le coup, c'est jamais on a vu une élection aussi serrée. Question en fait, pour vous de Raphaël Steinville du Journal du Dimanche. Oui, Denis Jacquet, je vais en revenir à votre terrain d'observation puisque vous êtes à New York, un État très particulier qui, en tout cas, ne ressemble pas à l'ensemble de l'Amérique. Pour autant, on a vu Donald Trump faire des meetings dans une ville, notamment, qui ne lui est pas acquise. Est-ce qu'il faut y voir cette stratégie de Donald Trump, ce qu'on appelle la stratégie du splash, où finalement il veut même essayer de gagner des voix là où il n'a aucune chance d'emporter ses États et donc ses grands électeurs? Et finalement, est-ce que vous pensez possible que non seulement Donald Trump puisse l'emporter au terme de ce scrutin, mais aussi emporter ce vote populaire qui échappe aux Républicains depuis 2002? Sur le vote populaire, si je voulais m'hasarder à faire une comparaison entre nos gilets jaunes de l'époque et ceux qui votent Trump aujourd'hui, on voit bien que, vous avez tous vu la carte des États-Unis, tout le centre est rouge, le côtier est bleu. Donc on a vraiment les oubliés du système, ceux qui n'ont plus aucune chance de trouver un emploi, ceux qui n'en trouveront d'ailleurs jamais, qui n'ont aucune chance d'élévation sociale, pour qui le rêve américain est brisé. On sait très clairement où ils votent, un petit peu de la même façon que les ouvriers en France sont passés de la gauche ou de l'extrême gauche au Rassemblement national pour une très large majorité. Donc on a franchi les barrières de l'idéologie pour arriver dans des critères plus populistes il y a un ou deux mots-clés auxquels je m'attache pour voter pour quelqu'un et je peux y aller. Et en fait, ça mérite même pour Trump d'aller chercher les quelques voix qui manquent ou qui pourraient manquer partout où elles sont, y compris, vu son tempérament, d'aller chercher dans des États où on considère qu'il a perdu d'avance, parce qu'il suffit de lui dire qu'il a perdu d'avance pour qu'il aille se battre dessus, donc c'est quand même un peu dans son tempérament. Donc je pense qu'il y a un côté de tempérament personnel. Il ne faut pas oublier que Trump écoute quasiment personne, il prépare pas ses interviews, il prépare pas ses meetings. D'ailleurs, on l'a vu face à Kamala Harris, ça a été quand même assez catastrophique, il a été très mauvais, et elle était super bien préparée. Donc c'est quand même quelqu'un qui n'écoute peu, qui a un taux d'attention assez limité, 30 mais secondes, qui est un combattant incroyable. Apparemment, il paraît qu'il a un temps d'attention de 30 secondes. Ça, c'est un membre de nos adolescents maintenant, de l'ancien gouvernement que je ne citerai pas, qui m'a dit, qu'il a rencontré et qui m'a dit, il vous écoute 30 secondes et après, il passe à autre chose. Et si vous n'avez pas eu le temps en 30 secondes de lui dire les choses, ça c'est assez particulier. Mais il faut être synthétique. Il faut être synthétique et effectivement, ce débat avec Kamala Harris était
complètement raté. Et je pense que là où il a raté son virage, c'est avec les chiens et les chats à Springfield. Je pense que ça restera dans l'histoire et dans les bêtisiers. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous parce que encore une fois, on a notre jugement et notre regard, mais qui correspond pas à celui des Américains, notamment de l'Amérique profonde. Cette polémique, certes à New York, j'imagine qu'elle a fait rire tout le monde, mais en Pennsylvanie, dans un certain nombre d'États, cette polémique, elle a trouvé un écho. Non, mais elle a trouvé un écho. Ou le débat en général. On peut le moquer. Non, mais elle a trouvé un écho dans les terres que vise Donald Trump. Oui, puis après, il y a un point particulier, c'est que les médias ont ceci aussi de capacité à présenter de manière plus ou moins importante les choses. C'est-à-dire que nous, on en a fait des caisses. Comme il y a quelques jours, on a dit qu'il avait mimé effectivement une fellation avec un micro, etc. Donc nous, on a pris ça, on en a fait les gros titres et ça a occupé les médias pendant 24 heures. On sait que certains médias, peut-être qu'aux États-Unis, ça passe quoi. Et en fait, entre ce qui est symbolique, ce qui est révélateur, ce qui est important, on a souvent du mal à faire la part des choses entre les États-Unis et ce qui est perçu depuis l'Europe ou depuis la France. Voilà. Moi, je voudrais une question sur le profil de Kamala Harris, parce qu'elle a ceci de particulier qu'elle rejoint Donald Trump sur un point. Ce ne sont pas des personnages politiques au départ. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Elle est procureure. Elle n'a aucune expérience politique, si ce n'est qu'elle a été vice-présidente, mais très transparente pendant les quasi 4 premières années de son mandat, jusqu'à ce qu'on la mette sur la scène devant pour remplacer Biden. Et qu'est-ce que pensent les Américains de Kamala Harris, du fait qu'elle n'a pas d'expérience politique, elle n'a pas été gouverneure, elle n'a pas été parlementaire, ni au Congrès, ni à la Chambre des représentants. Qu'est-ce que ça dit aux Américains, ça les inquiète ou pas? Alors, pas trop. Alors, je suis d'accord. Bien évidemment, elle a pas eu ce rôle politique électif, mais néanmoins, un procureur, comme vous savez, aux États-Unis, c'est élu. Donc, ça reste d'une certaine façon un personnage politique qui va orienter ses actions en fonction d'une capacité à gagner par les votes ce poste. Donc, c'est quand même une démarche. À la base, en France, c'est un concours, vous êtes magistrat. Ici, ça vient se gagner avec les dents et avec une bataille politique. Et puis après, comme vous savez tous, elle a suivi Obama. Obama lui a renvoyé l'ascenseur. Elle a grimpé. Donc, je pense que simplement, aux États-Unis, y compris dans les populations noires américaines, il y a une espèce de non-emballement. C'est-à-dire qu'en fait, Trump leur font un peu peur et Kamala Harris leur fait pas envie. C'est-à-dire que sa gestuelle, son attitude sur scène, etc. C'est pas une grande communicante, elle est pas très charismatique. Moi, je regardais son body language encore récemment. C'est pas bon, ça n'attrape pas les gens. Elle sourit un peu bêtement tout le temps. On a l'impression que c'est une gamine qui s'amuse sur scène. Enfin, donc du coup, il y a pas un emballement et je vois pour finir. Toutes les femmes dans les 24 ou 48 heures où elle a été nominée à la place de Biden, il y a eu un espèce de raz-de-marée en disant les femmes c'est fantastique, enfin une première femme au pouvoir, et vous preniez ces mêmes femmes 3 semaines, 1 mois et demi plus tard qui disaient en fait je suis pas très convaincu. Donc on est loin elle n'emballe pas les foules. d'Hillary Clinton en tout cas. Merci beaucoup Denis Jacquet d'avoir été avec nous en direct de New York, et dans un instant on retrouvera un autre Français habitant aux États-Unis, cette fois-ci en Floride. Restez avec nous sur Europe 1. Je vous signale également que vous retrouvez Thomas Hill pour Culture Média demain de 9h30 à 11h. Ses invités seront Gérard Holtz et Amanda Lear. À tout de suite sur Europe 1.